Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Aurélie Thésée qui est podologue à l'île Maurice et nous allons aborder ensemble la problématique de la fasciite plantaire ou de la fasciopathie plantaire et notamment le point de vue du podologue. Aurélie Thésée, bonjour. Bonjour Cyril. Alors pouvez-vous expliquer ce qu'est facilement, concrètement, la fasciite plantaire et à quel point cette condition est commune dans la population générale ? Alors la fasciite plantaire, comme son nom l'indique, est une inflammation du fascia plantaire. Le fascia plantaire, qui est aussi connu comme l'aponévrose plantaire, est un tissu fibreux, épais, triangulaire. Il s'étend de la base des orteils au talon et certaines de ces fibres s'étendent également sur le tendon d'Achille et sur le mollet. Donc elle fait partie d'une structure qui traverse plusieurs articulations. Et quel est son rôle ? Alors elle a un rôle de maintien de la voûte plantaire, d'aide à la propulsion du pied lors de l'activité podale, ainsi que d'absorption des chocs, notamment lors de la marche, de la course et des sauts. Est-ce que donc on a une idée précisément de la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de cette pathologie dans la population ? Alors tout à fait, la fasciite plantaire contribue à peu près à 15% des blessures du pied sans distinction de sexe. On la retrouve dans la population d'âge moyenne de 40 à 60 ans. Et elle est aussi présente dans la population sportive comme la population sédentaire. Quelles sont les principales causes de la fasciite plantaire ? Parce que dans fasciite, on entend it qui veut dire inflammation. Est-ce qu'il y a vraiment une inflammation ? Alors c'est vrai qu'elle a été longtemps décrite comme une inflammation du fascia. Cependant, dans la littérature actuelle, elle nous décrit plutôt comme une pathologie qui est dégénérative. Alors la fasciite plantaire, elle apparaît lorsqu'il y a un étirement en charge au-delà de la physiologie du fascia sur une période conséquente. Les causes peuvent être multiples, dues à la diminution de la force endurante du fascia face à une activité prolongée trop importante en durée ou en intensité. Par exemple, une augmentation soudaine d'activité physique lors d'un déménagement. On retrouve aussi la cause du raccourcissement du tendon d'Achille, ou un dysfonctionnement de la mobilité des articulations du pied et de la cheville, par exemple suite à un traumatisme comme une entorse. On retrouve une cause des faiblesses des muscles supinateurs du pied, une augmentation rapide de l'IMC ou le port de chaussures inadéquates contraignant le pied et la cheville dans ses mouvements. Par exemple, des chaussures rigides montantes comme certaines chaussures de sécurité ou le port de chaussures trop serrées. Merci. Alors quand vous mentionnez le fait de se mettre soudainement à une activité physique, on parle de quoi ? On parle de gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport et qui brusquement se mettent à faire du sport ? C'est exact. Donc lorsque une personne va commencer une activité qui demande une action du mollet par exemple ou des muscles stabilisateurs de cheville à être beaucoup plus actifs que d'habitude, donc sur une durée plus longue également, cela contribue à la partie. D'accord, donc là j'imagine, on verra ça tout à l'heure, mais qu'il y aura probablement des conseils à apporter à ces nouveaux sportifs. Quand vous parlez de supination, faiblesse des muscles supinateurs du pied, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi correspondent les muscles supinateurs ? Alors les muscles supinateurs du pied, ils ont comme rôle à empêcher l'effondrement de la voûte plantaire. Et donc leur rôle va être d'emmener le pied ou la cheville plutôt vers l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc là, pour la fasciite plantaire, quels sont les symptômes typiques ? Qu'est-ce qui font que lorsqu'un patient vient au cabinet, vous reconnaissez, vous pensez une fasciite plantaire ? Alors c'est vrai que le patient, il l'a décrit comme une douleur assez précise, une douleur vive et lancinante qui la situe sous la voûte plantaire. Il se plaint de douleur lorsqu'il sort d'une position de repos à une position en charge, notamment lorsqu'il se réveille le matin, qu'on appelle le dérouillage matinal. Il se plaint de cette douleur lorsqu'il marche pieds nus ou lorsqu'il porte des chaussures plates, des sandales plates et non amortissantes.
Et cette douleur, elle augmente lors d'une activité prolongée debout ou lors des ports de charge lourdes. Donc souvent, cette douleur, elle revient en fin de journée. D'accord. Quand vous parlez de dérouillage matinal, donc c'est typiquement le patient qui va devoir marcher sur la pointe des pieds et progressivement mettre son talon au sol le matin, c'est ça, hein? C'est exact. Il peut avoir une démarche donc en boiterie sur la pointe des pieds ou même vers la partie externe du pied. Donc on va éviter de poser la partie interne du talon au sol. Donc ça, c'est pour la partie symptomatique. Est-ce qu'il y a d'autres manières de diagnostiquer avec précision la fasciopathie plantaire ou la fasciite plantaire? Est-ce qu'il y a des tests spécifiques? Bien sûr. Alors souvent, ça va être lors de l'examen clinique du patient. C'est vrai que l'historique du patient et sa démarche sont souvent révélateurs. Et en plus de cela, on va ajouter des tests palpatoires où le patient sera allongé sur le dos, sur la table d'examen, et le praticien exercera une flexion dorsale du gros orteil tout en ayant mis le pied à 90 degrés. Il va palper la corde interne de l'aponévrose plantaire depuis la première métatarso-phalangienne, articulation métatarso-phalangienne jusqu'au talon. Celle-ci se verra d'être douloureuse à un ou plusieurs points sur le trajet. Dépendant du type de pied, il est important de savoir qu'on peut retrouver la douleur à la face antéro-interne du talon ou plus centrée au niveau du talon. Il y a aussi le test de Windlass où le patient est debout sur une marche. Il laisse son première articulation métatarso-phalangienne dans le vide et le praticien exerce alors une flexion dorsale de l'hallux. Il va ressentir une douleur vive sous cette articulation. Et est-ce qu'il y a une place de l'imagerie également dans le diagnostic de la fasciopathie plantaire? Alors tout à fait. S'il y a vraiment un problème à situer cette douleur, normalement assez facile à diagnostiquer, mais en cas de doute ou lorsqu'il y a des diagnostics différentiels à effectuer, l'échographie serait l'imagerie la plus souhaitée. Et alors c'est vrai que régulièrement on voit arriver en cabinet des patients qui présentent aux praticiens leur diagnostic de fascite plantaire. Ils viennent avec des radiographies et on voit ce qu'on appelle un éperon calcanéen ou épile calcanéenne. Quel est le lien entre cet éperon calcanéen et la douleur du patient? Alors, il n'y a aucun lien entre la douleur de la fasciite plantaire et les épines calcanéennes qu'on peut observer sur la radio. On peut avoir une épine calcanéenne et pas de douleur, comme on peut avoir une fasciite plantaire et pas d'épine calcanéenne. Donc, elle n'est pas un diagnostic en soi pour une fasciite plantaire. Et alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques dans le développement de la fasciite plantaire? Alors, chez les patients qui ont eu une IMC qui a augmenté rapidement, donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, on peut retrouver du coup l'apparition d'une fasciite plantaire, souvent. On retrouve notamment chez les athlètes qui ont un changement trop rapide de la charge ou de l'intensité d'entraînement, une fasciite plantaire. Et là, je parle de ceux qui ont des objectifs très précis, comme des compétitions très importantes, et à l'approche ou dans la phase où ils vont avoir l'entraînement qui s'est trop intensifié. Cette intensification est allée au-delà de ce que leurs muscles peuvent encaisser. Et pour ce qui concerne le mode de vie, est-ce qu'il y a une influence du mode de vie sur cette condition? On retrouve justement une influence, tout à fait, notamment lorsqu'on change d'un mode de vie sédentaire qui devient soudainement actif, ou chez la femme, un changement de chaussage, où elle part du port de talon à un chaussage plat sur une longue durée. Je l'ai retrouvé en cabinet, spécialement après le confinement ou lors du confinement par rapport au changement de chaussage, où il y a eu beaucoup de patients qui ont souffert de fasciite plantaire. Merci, c'est intéressant. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une dame qui, pour des raisons professionnelles par exemple, porte régulièrement des talons hauts, elle doit progressivement diminuer la hauteur de ses talons avant de marcher avec une chaussure plate? Alors là, on parle de longue durée, c'est-à-dire qu'elle portait des talons hauts tous les jours. Soudainement, par exemple, avec un confinement, elle se retrouve à la maison à marcher tous les jours sur des chaussures plates. Donc l'aponévrose a été étirée rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces dames qui voudraient justement changer de chaussures et avoir des chaussures plates? Alors l'idée, c'est de ne pas porter des chaussures à la même hauteur de talon tous les jours. C'est de pouvoir varier justement certains jours de talons à hauteur moyenne d'autres jours et pour aller sur des chaussures plates les jours restants de la semaine. Alors, lorsqu'on
On a une fasciopathie plantaire, évidemment, on consulte un professionnel, un podologue ou autre. Et alors, quelles sont les différentes options de traitement qui peuvent être proposées à un patient ? Alors, globalement, on a 2 types de familles de traitements, les traitements non invasifs et les traitements invasifs. Dans les traitements non invasifs, on retrouve les thérapies manuelles, les étirements et renforcements, les ondes de choc, les thérapies au laser de faible intensité et les semelles orthopédiques. Au niveau des traitements invasifs, on peut retrouver les corticostéroïdes, la PRP, la prolothérapie, l'acupuncture et le dry needling. Alors maintenant, quel est le rôle de la podologie dans le traitement de la fasciite plantaire ? Quel est l'apport du podologue dans cette problématique ? Le but de la podologie est d'offrir un traitement qui va s'attaquer à la cause biomécanique de la fasciite plantaire. Donc on sait qu'un étirement prolongé au-delà des capacités du fascia, caractérisé par une pronation du pied, un pied creux ou un pied plat, crée la fasciite plantaire. Le podologue, par le biais de semelles orthopédiques, corrigera les défauts de posture, ce qui rapprochera les points d'insertion du fascia plantaire et permettra un relâchement du fascia ou une détente du fascia. Ce traitement permettra aux patients d'avoir une amélioration considérable tout en continuant ses activités. La douleur s'estompera progressivement sur une durée moyenne d'1 mois. Merci, donc on comprend très bien l'intérêt de la semelle qui est de venir soulager en quelque sorte le fascia plantaire de tensions qui vont générer des douleurs. Mais alors lorsque le patient bénéficie de semelles podologiques, est-ce que c'est quelque chose qui garde à vie ? Comment ça fonctionne ? Alors, dans un premier temps, quand le patient portera la semelle, il n'aura pas mal lorsqu'il sera sur la semelle. C'est vrai que le matin, quand il se mettra debout, pieds nus, lors des premiers pas, il aura mal, toujours mal. Sa douleur, elle disparaîtra progressivement de la même durée qu'on a discuté dans la question précédente. Le but du podologue n'est pas que le patient ait la semelle à vie. Le but est simplement de soulager le fascia plantaire, de permettre aux muscles stabilisateurs de la cheville de travailler dans la posture corrigée, de manière passive, puisque c'est la semelle qui oriente le pied dans la bonne posture. Le patient continue à faire ses activités physiques et on l'encourage à faire d'autres exercices stabilisateurs du pied, afin que les muscles soient suffisamment forts pour que, après avoir porté globalement 1 an de semelle, il peut enlever les semelles et ne plus ressentir de fasciite plantaire parce que ces muscles stabilisateurs de la cheville sont suffisamment forts pour maintenir sa posture. Et alors dans ce protocole podologique qui consiste à porter une semelle grosso modo pendant 1 an, est-ce qu'il y a des visites de check-up, c'est-à-dire de réévaluation qui peut nécessiter une correction de la semelle elle-même ? Absolument. On revoit le patient après 1 mois de port de semelle afin de réévaluer s'il faut augmenter le traitement, laisser tel quel ou même voir de diminuer. Et on peut se revoir après 1 an afin de voir si on peut enfin enlever les semelles. Dans le cas de fasciite plantaire connue par le patient, il est assez fréquent de voir des personnes qui viennent au cabinet à qui on pourrait tenter effectivement de recommander une prise en charge podologique et qui nous disent ils bénéficient déjà de petites talonnettes en silicone et donc à partir de ce moment, la correction podologique pour eux leur semble non nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors les talonnettes en silicone ne permettent pas d'absorber les chocs suffisamment. Les matériaux utilisés en podologie ont des propriétés qui sont élevées pour l'absorption de choc et le retour dynamique, qui sont essentielles, notamment dans cette pathologie. Le fait de mettre une talonnette en silicone peut surélever un petit peu le pied, et donc relâcher un peu le fascia plantaire, mais va aucun cas corriger la posture défaillante en pronation. Et c'est là où le rôle de la semelle plantaire est aussi primordial. Merci. Donc là, c'est toute la partie en lien avec la prise en charge thérapeutique. Est-ce qu'il y a des choses également que le patient puisse faire à domicile ? Il y a en effet des traitements que le patient peut faire avec les objets du quotidien à la maison. On va penser à un traitement anti-inflammatoire naturel. Donc le patient mettra une petite bouteille d'eau au congélateur et une fois congelée, elle roulera cette bouteille d'eau sous la voûte plantaire afin que cela procure un massage et aussi ça permettra de calmer la douleur grâce à l'action du froid. Il y a aussi l'étirement de la voûte plantaire qu'il peut faire, l'étirement du mollet, les renforcements des fléchisseurs, des orteils ainsi que les muscles antipronateurs du pied. Au niveau des mesures préventives, donc le patient n'a pas mal au pied, mais qu'est-ce qu'on peut lui recommander pour justement éviter un jour d'avoir une fasciite plantaire ? Elles sont très importantes en effet, ces mesures préventives. Donc il va s'agir de contrôler son IMC, s'assurer que notre IMC n'augmente pas soudainement, d'avoir un chaussage adapté
à l'activité du patient. Donc on veut avoir des chaussures qui se veulent amortissantes, légèrement surélevées au niveau de la hauteur du talon et une chaussure qui respecte la morphologie du pied. Chez les athlètes, on doit s'assurer que les charges d'entraînement soient progressives et non soudaines. Alors justement, puisque vous parlez de chaussures, donc comment elles influencent la santé des pieds et participent à la prévention de la fasciite plantaire ? Donc afin de prévenir la fasciite plantaire, la chaussure doit respecter la morphologie du pied, elle doit être souple, mais avoir des renforts ou des maintiens au niveau de sa tige, donc au niveau du talon, du coup de pied, au niveau des têtes métatarsiennes. Ensuite, par rapport à la semelle externe, elle doit être amortissante avec un talon ou un drop de 2 à 4 cm. Le drop, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied dans les chaussures de sport. Et alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence à ressentir des douleurs au talon ? Il est important que cette personne pense à vérifier son chaussage, que les chaussures respectent les critères qu'on a mentionnés dans la question précédente. Il faudra que la personne fasse des étirements de la voûte plantaire et des mollets. Donc c'est très simple, c'est de pouvoir étirer les orteils vers soi par rapport à l'étirement de la voûte plantaire et l'étirement du mollet. On va mettre l'avant du pied sur une marche et laisser tomber le talon avec tout le poids du corps sur la jambe où le talon est au plus bas. Il pourra aussi rouler une balle sous la voûte plantaire qui permettra de relâcher le fascia plantaire et faire des renforcements des muscles stabilisateurs, notamment internes, de la cheville. Et pour les gens qui souffrent déjà de fasciite plantaire, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qu'on peut leur recommander ? Il y a le protocole de Stanish qui se déroule en 4 étapes avec un étirement de mollet, du renforcement, encore de l'étirement et du glaçage. Ce protocole dure 6 semaines. Il permet au triceps sural, donc le mollet, de retrouver une souplesse et une force normale. Il permettra de stabiliser la cheville et donc de ne pas étirer le fascia. On peut également faire du renforcement avec une serviette. Le patient est assis sur une chaise et tente de ramener une serviette étalée au sol avec ses orteils tout en gardant le talon au sol. Aurélie Thésée, merci. En tout cas, je pense qu'il y a énormément de patients qui ont eu des informations intéressantes par rapport à cette fasciopathie plantaire, tant au niveau du conseil que des méthodes de soins. Et puis j'espère vous recevoir bientôt pour un autre podcast et pourquoi pas pour parler du pied plat. Merci Cyril. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.